Coucou le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de t'accueillir à nouveau par ici. J'espère que ça va bien du côté de chez toi. Et je te retrouve du coup aujourd'hui pour la quatrième et dernière partie de mon End of Year Tarot Tag, où on va voir ensemble les 3 derniers points qui sont le partage de réflexion sur ma pratique de l'année 2024. Ensuite, ce sera les cartes qui pourraient représenter mon année 2024 sur un plan plus perso. Et puis, là où les cartes qui s'annoncent pour mon année 2025. Du coup, je t'invite à te préparer tout ce dont tu as besoin pour ce petit moment cocooning qu'on s'apprête à passer ensemble. Et j'avais envie également de vous remercier du fond du cœur pour l'élan que vous m'avez envoyé avec vos soutiens, vos likes, vos partages, vos commentaires qui sont waouh, extraordinaires. Je ne m'attendais pas à ça. Je le reçois vraiment comme une vague de soleil et d'amour qui est profondément porteuse pour moi sur ce chemin, sur cet élan de partager avec vous par le biais de d'autres formats qui me permettent de m'étendre et de me relier à vous un peu plus largement, un peu plus profondément. Donc voilà, sincèrement, merci de tout cœur. Si vous me découvrez, vous pouvez me trouver sur Insta, Olivia Phoenix, et n'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner. Ça soutient, ça fait plaisir. Et activez la petite cloche, ça vous permettra d'être au courant des petites vidéos qui viendront par la suite pour vivre cette aventure avec moi. Je prends le temps de boire une petite gorgée. Et puis on va partir pour le premier point, les réflexions sur ma pratique tout au long de l'année 2024. Donc comme pour les vidéos précédentes, j'y vais au naturel, à mon rythme, sans montage, comme si vous étiez là avec moi et puis qu'on papotait. Et on est parti tout de suite. Allez. Alors, comme on aime les cartes et que j'avais pas juste envie de vous parler dans le vide, j'ai pris un jeu pour vous illustrer un petit peu les points de réflexion que je vais vous partager. Alors, ce jeu, c'est le 1909 Rider-Waite-Smith Tarot, The Sawyer Redux Edition, qui est donc un jeu qui a été créé par, vous l'avez ici, par Jamie Sawyer, que j'ai déjà depuis plusieurs années, qui est une revisite, une reprise même très classico-classique du Rider-Waite-Smith, très très fidèle à l'original, mais avec des traits qui ont été donc modernisés. Avec, on va trouver du coup de l'inclusivité aussi dans ce jeu. Voilà, avec des personnages de toutes les couleurs et de toutes les formes. Et vous remarquerez peut-être que du coup, la créatrice a fait le choix sur ce deck de ne pas mettre de numérotation. Donc, si vous débutez, c'est peut-être pas l'idéal quand même. Donc, on n'a pas les numérotations, on est en borderless et vous voyez, on a les symboles astro qui ont été intégrés dans des sortes de mandalas sur chaque carte. Voilà, là vous voyez les symboles des éléments également. Donc je vais me servir de ce jeu-là pour illustrer un petit peu mon propos, histoire de nous faire plaisir à la vue des cartes. Alors, et c'est un jeu indépendant et auto-édité, je ne sais pas s'il est encore disponible, il faut aller voir sur le site directement de Jamie Sawyer, jamiesawyer336.com. C'est la même créatrice que le Out of Hand
tarot que je vous ai montré, je pense, dans la toute première partie de ce tag. Alors on est parti pour une première réflexion autour de ma pratique 2024. Pour ça, j'ai choisi le 3 de bâton qui va illustrer ici 2 points. Alors, le premier point, c'est que ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai fait ma première rencontre avec le tarot et de nombreuses années que je pratique donc avec d'abord ça a été le tarot de Marseille, mais ensuite je me suis beaucoup plus tournée vers le Rider-Waite-Smith et je l'ai utilisé quand même vraiment majoritairement. J'ai concentré mon étude et ma pratique sur ce type de tarot-là sur les dernières années. Et je ressentais que ma pratique, mon approche, ma vision avait besoin de prendre un petit peu un nouvel élan. J'avais besoin d'ouvrir mon horizon, ouais, qui est une forme de renouvellement comme ça de cette passion et des perspectives que j'en ai, de ma manière de l'appréhender. Euh, et ce 3 de bâton, du coup, vient ici représenter le fait que j'ai ouvert le champ à, à d'autres systèmes que j'ai beaucoup plus intégrés à ma pratique tout au long de l'année 2024. Donc ça a commencé quand même mi-2023, je dirais, mais ça s'est vraiment intensifié sur 2024. Notamment avec la formation sur la cartomancie traditionnelle que j'ai faite, donc celle de Iéna, Soul Shadow, dont je vous avais parlé. Également, même si j'ai d'autres ressources aussi à côté, hein, mais c'est vraiment celle qui m'a le plus marquée et dynamisée. Ensuite, il y a l'approche du coup du tarot de Marseille dans laquelle je me suis replongée beaucoup plus profondément. Voilà, j'ai senti vraiment cet appel sur la mi-2023 et 2024 là, à revenir beaucoup plus à ma source, hein, finalement, parce que le tarot de Marseille, ça a été ma porte d'entrée et mon premier amour dans le tarot. Donc voilà, j'y suis revenue également beaucoup plus en profondeur. Et en fait, le fait du coup de mêler tout ça, de pouvoir croiser ces systèmes et qu'ils s'enrichissent et s'approfondissent en fait mutuellement les uns les autres. C'est quelque chose vraiment qui a redonné, qui a redonné de l'élan, beaucoup d'élan, beaucoup d'inspiration, un sentiment de beaucoup plus de liberté dans mes perspectives. En fait, le fait voilà, de pouvoir comme ça aller piocher dans les différents systèmes quand je vais approcher une carte pour faire écho et faire des liens que j'aurais peut-être pas fait autrement. C'est quelque chose vraiment qui me régale et qui apporte, je trouve, beaucoup de subtilité, de nuances et de pistes renouvelées lors de mes tirages. Donc ça, c'est une première réflexion avec ce 3 de bâton sur ma pratique 2024. Et le deuxième point que je peux aussi relier au 3 de bâton, c'est que plus ça va, plus j'apprécie me tourner vers des jeux. Alors, je vais vous illustrer ça avec des decks que j'ai sortis. Me tourner vers des jeux qui vont avoir des illustrations peut-être moins orientées, moins dirigées, avec des scènes de vie peut-être moins complètes. Et donc pour moi, c'est un cadre moins défini qui va me permettre en fait d'aller... de me sentir beaucoup plus libre et d'aller plus loin dans mon ressenti de la carte. Donc je te montre un petit peu donc, ce que j'appelle du coup des scènes de vie complètement illustrées. Voilà, ici par exemple. Donc, comme sur le classique et sur de très nombreuses revisites. Et donc j'ai énormément aimé me tourner de plus en plus vers des jeux. Et je ressens le besoin, hein, je recherche ça maintenant
hein, pour ma collection de plus en plus, ça va être d'aller vers des illustrations. Alors, pas des jeux qui sont forcément complètement pipés, comme on dit, comme le tarot de Marseille, même si pour moi, le tarot de Marseille, il n'est pas pipé, il est illustré, il est juste illustré de façon symbolique et ornementale, mais et géométrique, si on peut dire. Mais voilà, ce ne sont pas des scènes. Mais vers des jeux comme ça, en fait, qui vont... Là, tu vois, tu as le 8 de coupe, avec ces 8 coupes qui sont quand même mises en scène d'une certaine façon, par l'agencement qui a été choisi, de par le dessin, tout simplement, hein, le détail qu'on peut peut-être observer sur les différentes coupes. On va avoir aussi un choix de couleurs qui va pouvoir nous orienter. On va avoir des éléments de paysage derrière, des éléments qu'on retrouve, des symboles classiques aussi. Tout ça va permettre d'avoir une accroche et une porte d'entrée pour ne pas non plus se perdre si on a vraiment besoin de se raccrocher à des symboles assez classiques qu'on connaît. Mais ça va permettre de ne pas enfermer la perception et l'intuition dans une orientation vraiment très cadrée et définie. Et du coup, je trouve que ça m'offre une liberté d'interprétation, d'approche, de perception qui est à mon sens une grande, grande richesse et dont je ressens vraiment le besoin de plus en plus. Donc je t'ai pris cet exemple du Taroki, donc de Monsieur Fribourg. Je te remontre pas les boîtes, hein, parce que je t'ai montré ça dans les précédentes vidéos. Si tu les as pas encore vues, t'as de quoi passer de nombreuses heures cocooning, là, un dimanche où il fait pas beau, avec tout ça. Donc voilà, tu vois, là, on comprend quand même, hein, on peut comprendre un petit peu l'énergie de la carte et avoir comme ça des choses qui nous inspirent directement, mais sans s'enfermer dans une illustration trop cadrée. Il y a aussi le botan que je t'avais montré, où on retrouve pas mal de cartes dans cette idée-là. Là, tu vois le 9 de denier. J'adore ce genre, voilà, d'illustration. Là, ce 9 de coupe, il est sublime d'ailleurs. Voilà, tu vois, ça va permettre ici, avec l'agencement des différents éléments, avec le ton de couleur qui a été choisi, avec la symbolique qu'on peut retrouver en toile de fond, on a de quoi quand même se projeter. Alors si tu débutes, évidemment, c'est peut-être quelque chose qui viendra par la suite, hein. Mais au fur et à mesure de cette année, voilà, c'est quelque chose qui s'est de plus en plus invité pour moi. Il y a également ici le tarot La Base, donc Aura Klinzel et Yuli, les créatrices, qui est en mass market, hein, celui-ci. Donc tu vois des représentations de ce style avec le 7 d'épée. On va avoir quand même une petite forme de mise en scène, hein, des éléments, mais que je trouve beaucoup moins enfermante. Là, par exemple, on est d'accord qu'avoir un 9 d'épée qui ressemble à ça, ça nous permet quand même beaucoup plus de possibilités que de nous retrouver avec... Je vais le trouver. Voilà, ça nous laisse quand même beaucoup plus de possibilités que de nous retrouver directement avec l'image de cette femme plongée dans le noir, en train de pleurer probablement, de vivre une angoisse profonde, de faire des cauchemars. Bon, moi je trouve qu'ici, ça donne quand même, ça permet beaucoup plus de nuances. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus important pour moi. Alors, j'essaie de ne pas mélanger pour regarder les cartes que j'ai préparées pour la suite. Pas faire n'importe quoi. Voilà, et j'avais envie de te montrer 2 autres decks dans l'idée que je ne t'ai pas encore montré. Il y a alors là, je te montre la boîte du coup, parce que tu ne l'as pas vu. Donc celui-ci acheté chez Nicolas du Salon des Arcanes, The Lighted Window Tarot, créé par Lindsay Hook.
qui est un jeu qui a beaucoup, beaucoup de douceur dans ses illustrations et dont les mineurs sont vraiment dessinés dans cet esprit-là. Donc là, tu as le 5 de coupe. Tu vois, tu retrouves quand même une fêlure sur les 3 coupes, avec les 2 coupes du haut. Et puis cette idée de courant d'eau. Là, tu vois, tu as un 9 d'épée. Le 7 de denier. Voilà, ce genre de jeu m'attire et m'inspire de plus en plus. Et je trouve que ce 3 de bâton illustre parfaitement l'ouverture de perspective, l'élargissement du champ d'horizon, et la liberté que ça me procure, que ça procure à ma pratique, à ma vision. Donc voilà, et un dernier jeu dans l'idée que j'avais envie de te montrer, parce que je trouve qu'on le voit pas beaucoup et moi je trouve ce jeu vraiment génial. C'est le Trinity Tarot de Harry Wisner, qui en plus est franchement, alors maintenant je sais pas, mais quand je l'ai moi acquis, il était vraiment à petit prix. Donc tu vois, il a un format carré comme ça. Attends, je te montre avec. Voilà, donc un petit peu plus large qu'une carte classique, mais sous format carré, qui est super agréable à manipuler. Donc il a des tranches neutres, c'est un cardstock très, très simple, assez fin, mais qui fait l'affaire. Le dos de deck. Et donc là, on va avoir quelque chose qui est très fidèle au Rider-Waite-Smith, mais qui va être dans cette idée de reprendre et de mettre en scène les éléments de façon beaucoup plus minimaliste. Donc là, tu as un 9 de denier où tu retrouves, tu vois, la grappe de raisin, le rapace, cette coupe donc, de ce qu'on a pu récolter de ce raisin. Là, tu vois, tu as un 7 d'épée. Je trouve ça très intéressant qu'on ait toutes les épées comme ça, puis une épée un petit peu dans l'ombre. Le 7 de bâton, tu vas avoir, tu vois, tu retrouves l'idée de la carte du Rider-Waite-Smith avec tous les bâtons devant, puis un bâton qui surplombe les autres. Le 5 de denier avec cette idée du collier de perles cassé, j'adore. Et on retrouve quand même la symbolique ici, tu vois, de l'église et de la neige. Le 9 d'épée avec toutes les épées qui s'apprêtent à se planter dans cet oreiller. Le panier bien plein du 10 de bâton. Voilà, c'est un jeu que je trouve vraiment super intéressant. Là, tu vois, on a l'idée du globe, de la carte du 2 de bâton, avec ce fil rouge qui, moi, me laisse à penser, du coup, qu'il va être important dans ces projections de trouver un fil conducteur auquel on va se tenir pour pouvoir, à un moment donné, que ça se manifeste concrètement et de façon cohérente. Donc, voilà un petit peu pour 2 petites premières réflexions sur ma pratique que j'avais envie de te partager pour l'année 2024. Je te remontrerai sûrement ce jeu dans une autre vidéo et je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Ensuite, je vais te partager un autre point de réflexion avec 2 cartes que j'ai choisies, qui sont le 7 de coupe et la justice. Alors je pense que vous allez sûrement être pas mal à vous retrouver dans cette réflexion sur la pratique de 2024, parce que j'ai regardé plusieurs autres tags similaires. Et c'est quelque chose qui est revenu à de nombreuses reprises.
c'est le fait peut-être, au fil de la pratique, euh, au début, quand on découvre, on veut voir tout ce qui existe et ça part peut-être un petit peu dans tous les sens et on fait des choix qui sont très drivés par l'émotionnel, par ce désir de tout découvrir, de tout appréhender. euh, et par cette quête un petit peu du tarot qui va venir remplir euh, une place que tu n'aurais pas encore. Du coup, ici, moi, ça a été le fait que j'ai remarqué cette année, et pareil, ça se prépare depuis fin 2023, que mes choix de collection, d'achat, de consommation, se sont de plus en plus affinés et responsabilisés et assagis, je dirais. C'est-à-dire que plus ça va, plus moi j'apprends à me connaître, à savoir ce qui me correspond, à comprendre ce qu'un jeu va pouvoir apporter ou non dans ma collection. Et plus l'année est passée, plus aussi je suis sortie un petit peu de ce truc de quand ça sort, tu sais, le, on dit le FOMO, la peur de manquer, de louper, et donc on se jette sur, dès que ça sort, on se jette dessus, euh, poussé comme ça par quelque chose de très émotionnel. Hein. On, Du coup, j'ai beaucoup plus pris mon temps, c'est-à-dire que quand un jeu sortait et que je me sentais attirée, j'ai laissé passer souvent plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, euh, avant de faire un choix. Et il s'avère que souvent, en fait, ce truc un petit peu compulsif du départ, euh, qui en fait n'est pas très profond. S'il n'est pas profond, bah, ce truc-là, il va s'étioler petit à petit. Ça va se tasser. Et au bout de quelques semaines, quelques mois, je vais me rendre compte qu'en fait, non, ce jeu, je ne ressens pas le besoin de l'avoir. Il ne m'appelle pas profondément. Euh, et donc, avec cette idée de la justice hein, qui permet de davantage être honnête avec soi-même, prendre le temps de peser avec justesse euh, et, euh, et de trancher au bon moment. Donc ça, c'est une deuxième réflexion que j'avais envie de te partager. C'est un élan que je souhaite poursuivre sur ma façon de consommer pour l'année qui vient de commencer également. Voilà, sortir un petit peu de ce truc de satisfaction artificielle et éphémère. On s'en rend compte hein, souvent parce que on va accueillir un jeu qui nous a mis dans tous nos états. Là, pendant quelques jours, on a sauté dessus. On va l'accueillir à la maison. On est super excités. On fait quelques tirages avec. Pendant 3-4 jours, une semaine, 2 semaines, il va pas te quitter. C'est ton nouveau grand amour et tout ça. Et puis, hop, ça s'étiole et finalement, tu te rends compte que ce désir-là était éphémère et doit très vite être remplacé par un nouveau hein, pour venir combler un petit peu ce... Ouais, c'est une façon peut-être de se remplir, hein, comme on peut le faire avec plein d'autres choses. Donc, c'est quelque chose voilà, auquel j'ai senti une évolution et du coup beaucoup plus de justesse envers moi-même dans ces comportements d'achat. Ok, ça c'était pour le deuxième point. Troisième du coup. Une autre réflexion sur ma pratique. Ouais, j'en ai pas mal. Pour ça, j'ai choisi l'ermite et le 7 d'épée. Alors, pourquoi ? Cette année, et à nouveau, hein, c'est un élan continu qui se manifeste depuis fin 2023.
je suis davantage, et il y en avait besoin, revenue à mon pourquoi. Mon pourquoi, c'est-à-dire, euh, quel est l'élan qui m'a emmenée à être présente, à partager, à transmettre, à pratiquer comme ça pour les autres, à porter mes messages, voilà, à diffuser sur les réseaux, à, voilà, à utiliser comme ça le support des cartes pour me relier et partager avec le monde. Euh, c'est quoi mon pourquoi? C'est quoi mon moteur? C'est quoi qui, au départ, m'animait sur ce chemin-là? Et je me suis rendu compte, en fait, que sur les années passées, 2022-2023, j'ai eu le sentiment de m'y perdre un petit peu et de m'éloigner de, 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 de cette source originelle en moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à suivre beaucoup d'autres personnes sur les réseaux qui travaillaient, travaillaient, partageaient autour de ces domaines-là. Euh, et, euh, et j'ai commencé un petit peu à avoir la sensation que voilà, il fallait suivre un petit peu quand même un certain courant, une certaine pensée commune pour pouvoir un petit peu connecter et se faire sa place. Il y a une période où j'ai senti que non, moi, mon approche, je pense au départ, est profondément une approche philosophique, initiatique et spirituelle du tarot, hein. Le tarot, pour moi, est un portail vers cela, en fait. Et, euh, et c'est avec un message, le message de fond que je venais emmener était empreint de cette énergie-là. Euh, et à un moment donné, du coup, je me suis un petit peu éloignée de ça parce que j'ai eu le sentiment que tout ce qui tournait autour de la spiritualité était assez décrié, jugé. Voilà, on était dans une ère où il fallait ramener au concret, démocratiser au maximum, désacraliser l'outil et en faire quelque chose voilà, qui soit davantage relié au développement personnel de soi, à pouvoir gérer son business, gérer ses sous, faire ses plans, ouais, un petit peu maîtriser sa vie, capitaliser sur soi donc, ouais, une approche que, à un moment donné, oui, c'était aussi beaucoup le psychologique parce que le divinatoire. Alors, moi, par divinatoire, j'entends pas uniquement prédictif, hein. Divinatoire, on a le mot divin, donc j'entends le lien au subtil. Quand je dis que j'ai une pratique aussi divinatoire, c'est dans ce lien au subtil. À un moment donné, c'était un petit peu un gros mot. Alors après, c'est peut-être uniquement aussi à travers les choses sur lesquelles moi j'avais une visibilité, hein. C'était peut-être pas le cas partout. Mais en tout cas, voilà, j'ai eu cette sensation-là et j'ai moins osé en fait partager avec ma sensibilité propre. J'ai commencé à essayer un petit peu de m'aligner davantage avec ce mood-là, pour pas trop sortir du rang. Euh, et parce que vous savez, partager autour de la spiritualité, du divin, etc., ouais, il faut quand même... c'est très... C'est universel et à la fois c'est intime. Et, euh, et on est exposé quand même à beaucoup
à beaucoup de jugements et de détournements de nos propos qui peuvent en découler aussi. Et c'est voilà, c'est quand même, ça n'a pas été évident à un moment donné à, à assumer et à suivre cette voie qui pourtant, je le sais, est celle qui résonne profondément pour moi. C'est ce qui m'anime. C'est pour ça que je suis venue là. Et donc voilà, j'ai senti que je me détournais de tout ça. Je tourne un petit peu en rond. J'essaie d'avancer. Et du coup, cette ermite, c'est ce chemin un petit peu de retour à soi. D'ailleurs, c'est pas que sur le fond de l'approche, c'est même aussi sur la forme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est toutes ces injonctions sur Insta, ton feed, il doit être comme ça, et puis ton code couleur, et puis les gens aiment pas trop lire, donc il faut faire plus de réel, et puis si tu écris, il faut que ce soit avec des jolies polices et tout plein de couleurs, et puis faire des montages qui soient attractifs à regarder. Euh, voilà, il y avait tout un truc comme ça où à un moment donné, j'ai essayé un peu, ok, bon, faut se faire un petit moule, et non, ça me correspond pas du tout. Donc, j'ai fait ce chemin de retour à soi. Je suis revenue profondément à mon pourquoi, et donc j'ai davantage osé m'éloigner peut-être un petit peu du courant commun, de ce que je pouvais regarder, voir chez les autres, de la tendance dominante. Pour, euh, pour un petit peu, voilà, euh, refaire les choses à ma façon, avec ma vibration, comme ça me parle, comme ça résonne, et en me disant, ben écoute, en fait, les personnes à qui ça ne plaît pas, eh ben, ça fera le tri d'office, et les personnes pour lesquelles ça résonne, ben, c'est celle-ci que ça attirera là, et donc elles y seront pour les bonnes raisons. Et en fait, pourquoi chercher autre chose que cela? Donc voilà, ces deux cartes illustrent cette réflexion-là que je me suis faite du coup tout au long de l'année et vers laquelle j'ai cheminé. Et c'est quelque chose qui se poursuit, hein, notamment avec du coup aussi le fait de partager sous forme de vidéo, de m'exprimer de vive voix. C'est également pour pouvoir poursuivre sur ce chemin-là et vraiment aller au bout de ce qui appelle à être partagé en moi depuis des années. Et que j'ai d'une certaine façon, j'ai fait un pas, mais j'ai quand même bloqué le second pendant pas mal de temps. Je suis sur la pente ascendante, n'est-ce pas? Alors, un autre point sur ma pratique. J'ai choisi le soleil et le 3 de coupe. Alors, le soleil, dans la continuité des cartes précédentes, parce que je pense que c'est ce processus-là qui permet ensuite ce soleil. Donc ce soleil, en fait, pour moi, là, c'est vraiment le fait de m'ouvrir, d'oser m'exposer davantage en toute authenticité et en toute transparence. Euh, ouais, d'oser abaisser ces murs-là comme ça et diffuser en fait ce que moi j'ai à diffuser, être beaucoup plus auprès de moi-même et du coup me connecter et m'ouvrir aux autres de façon beaucoup plus vraie en fait et plus profonde aussi. Et en fait, cette ouverture-là, j'ai senti tout au long de l'année que ça a créé du coup ce retour à soi, une connexion, une ouverture aux autres incroyable. D'où le 3 de coupe hein, qui accompagne également ce soleil. Donc le fait d'oser comme ça être fidèle à mon énergie et m'ouvrir pleinement. Notamment, il y a eu un pas, donc c'est par le biais de ma façon de partager. Ça a été également ensuite par le biais de l'invitation de Nicolas du Salon des Arcanes dans son podcast. Je crois que c'était au mois de juin. Donc le podcast s'appelle Voyage en cartothèque. Tu peux le trouver
Tu peux le trouver sur YouTube, sur les autres plateformes d'écoute. Je l'ai épinglé dans mon feed Instagram si tu as envie de pouvoir le retrouver. Donc j'ai été invitée pour participer à l'épisode de l'Arcane 13 et figurez-vous que ça faisait un moment que j'avais envie de m'exprimer oralement, de laisser sortir cette voix-là qui était un petit peu enfermée en dedans. Et, euh, et en fait, ça a vraiment, Nicolas, si tu passes par là, merci de tout cœur pour cette invitation, parce qu'elle a été une première pierre sur ce chemin qui a été pour moi un cap important. Et même s'il m'a fallu 6 mois derrière pour tourner la première vidéo YouTube, donc qui était la mini guidance là que j'avais fait fin 2024, il m'a fallu 6 mois de chemin entre temps. Mais je sais notamment que le partage de ce podcast-là a été un coup d'élan. Vraiment, ça a été ma porte d'entrée. Euh, et en fait, toute cette ouverture, ces partages, beaucoup plus en authenticité comme ça, euh, ont créé une énergie de 3 de couple incroyable pour moi. C'est-à-dire que je me suis reliée à de nombreuses personnes euh, pour mon plus grand bonheur, avec lesquelles voilà, il y a vraiment cette connexion, cette compréhension, cette authenticité, cette joie de partager. Euh, donc ça a été à travers la communauté, à travers les réseaux, mais également les rencontres que j'ai pu faire en vrai, et notamment la rencontre avec Audrey en milieu d'année, donc Audrey du compte Tarot de l'Ombre, qui devient une amie. Et, euh, et en fait, ça, le fait de pouvoir partager sa pratique comme ça, sa passion, euh, dans la vraie vie, de se connecter à des gens voilà, qui partagent cette même joie de l'outil, de l'exploration qui va autour, etc. De pouvoir avoir des conversations avec les copines. Où on se donne nos différents ressentis, où on se raconte nos vies avec notre langage très marqué par le tarot et où on va tout de suite se comprendre. Où, voilà, c'est vraiment une dynamique incroyable qui apporte énormément. C'est le cas en ligne, mais en réel, je me suis rendu compte à quel point c'est tellement porteur, tellement nourricier, tellement source de joie, ces partages. Euh, Honnêtement, ouais, ça a vraiment été super porteur et je me rends compte à quel point j'ai envie d'élargir beaucoup plus encore en 2024. Le fait de pouvoir rencontrer les gens, de se relier en vrai, de sentir l'énergie de l'autre, la voix, la gestuelle, c'est quand même toute une autre façon de partager voilà, autour de ces choses qui nous animent. Ça prend une autre dimension encore et j'espère du coup que l'année 2025 va se poursuivre sur cet élan d'ouverture et de connexion authentique que j'ai pu ressentir se déployer tout au long de 2024. Ok. Ensuite, je vais boire une petite gorgée de mon infusion. Et ensuite, je te partage le dernier point de réflexion sur ma pratique. Ok. Alors, je vais tousser. J'essaie de ne pas tousser dans le micro quand même, c'est pas sympa. Alors, dernier point de réflexion sur ma pratique que j'ai eu envie de te partager. J'ai pris pour illustrer ce 8 d'épée et ce fou. Alors, comment je vais te dire ça ? Au fil de l'année, et c'est lié du coup à ma pratique, mais c'est aussi lié à des choses plus personnelles, hein, parce que bon, dans la vie, rien n'est séparé, tout se recroise et se connecte, n'est-ce pas ? Alors,
Je vais dire que je suis sur un chemin de plus en plus de me détacher, de me libérer d'une quête de compréhension et de résolution à tout va et à tout prix. Donc ce 8 d'épée ici, il va représenter pour moi le fait, on peut le voir hein, sur plein de plans, moi j'ai choisi aujourd'hui de t'en parler dans ce sens-là, c'est-à-dire ça peut être à un moment donné cette quête incessante de se dire qu'il faut à tout prix euh, analyser, mentaliser, comprendre, réfléchir, tourner dans sa tête, provoquer en fait par la force de notre volonté mentale et réflexive nos prises de conscience et donc nos progressions, nos libérations, etc., etc., nos chemins évolutifs. Plus ça va, en plus je le savais déjà, hein, mais bon, on fait des allers-retours dans la vie et toujours un petit peu plus en profondeur à chaque fois. Je me suis rendu compte à quel point ça avait ses limites et ça pouvait devenir non plus quelque chose qui va être un chemin de libération, mais qui va en fait devenir un enfermement, une prison mentale. C'est-à-dire que à un moment donné, passer son temps à faire de l'introspection, de l'analyse, de la réflexion comme ça en profondeur, d'aller gratter le shadow work, etc., etc. On ne peut pas être en permanence dans ces énergies-là. Parce que quand tu fais ça, tu n'es pas en train de vivre. Et en fait, parfois, ça va pouvoir t'apporter des prises de conscience au bon moment, mais qui ont besoin ensuite d'espace et tout simplement d'expériences de vie pour faire leur chemin, pour s'ancrer, pour prendre forme concrète, pour œuvrer à travers toi. C'est-à-dire que je pense que la guérison, l'évolution, c'est pas un processus qui est mental, c'est un processus qui passe par le cœur, qui passe par la vie, hein, tout simplement. Je suis désolée, j'ai la bougeotte, mais comme j'ai mal partout, je suis obligée de changer de position régulièrement. Et donc, à un moment donné, quand on va être trop en permanence dans cette énergie comme ça d'analyse, de compréhension, et qu'il faut résoudre, et qu'il faut, voilà, les solutions vont forcément venir de ta tête, et on peut aussi en fait finir par plutôt s'enfermer dans des histoires. S'enfermer dans des analyses, s'enfermer dans ce que se raconte le personnage, ce qu'il pense avoir analysé, compris, déduit, etc. Ça peut aussi être un piège qui, au lieu de venir épurer les couches des personnages pour revenir à notre essence, en fait, va au contraire venir rajouter encore et encore et encore et encore des couches comme ça à l'histoire, au personnage, à l'ego. Toutes ces épées peuvent du coup venir représenter ici voilà, toutes ces pensées-là qu'on aligne pour maîtriser, contrôler mentalement cette situation et qui en fait finissent par carrément nous enfermer. Ouais. Et du coup, ce fou derrière, il vient marquer un petit peu Le fou, pour moi, c'est le personnage il a viré tous ses masques. Il est connecté à son essence pure. Il porte en lui tout le potentiel, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il a les ressources pour être ce qu'il aura besoin d'être à l'instant T et jouer tous les rôles dont il aura besoin pour mener son existence sur cette terre. Mais il sait profondément que tout ça, ce n'est pas lui, ce n'est pas profondément lui. Et en fait, du coup, il est détaché.
Et en fait, son expansion, son évolution, son épanouissement, elle ne passe pas par tout ce qu'il comprend de sa vie, mais par la vie qui le traverse, qui, qui le traverse au fur et à mesure de son expérience. Vous savez, parfois on croit que c'est à nous de tout porter, comprendre, résoudre, mais euh, on oublie peut-être qu'on peut aussi s'en remettre à quelque chose de plus grand, que peut-être on n'est pas tout puissant, qu'il y a des choses aussi qui agissent en nous au-delà de notre propre volonté, et que ces choses-là, en fait, vont se manifester tout simplement en vivant. Donc, ce, ce- cette exploration de soi, cette recherche de sens, etc., je pense qu'elle est quand même importante, que c'est une étape sur le chemin. Euh, que ça peut évidemment participer à notre évolution, à notre libération, etc. Euh, mais c'est pas ça qui fera tout, et il faut quand même savoir équilibrer euh, entre le fait de penser sa vie et de la vivre, et de permettre de laisser le temps, le rythme à la vie pour que les choses œuvrent à travers toi. Tu sais, des fois, les choses, elles vont se débloquer, se guérir, c'est bête, hein, mais par une personne que tu vas croiser et qui va te dire quelques mots qui vont résonner d'une façon toute particulière. Tu vas être en train de regarder ou d'écouter une musique, et à ce moment-là, tu sais pas pourquoi, tu as les larmes qui te viennent, et puis ça coule, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tu vis une expérience où tu sors de ta zone de confort, enfin, tu vois toutes ces choses à travers la vibration de nos expériences de vie, vraiment, et pas ces moments où on est sur nos carnets et nos tirages dans l'analyse. Euh, j'ai appris au fur et à mesure de l'année à, à nouveau, parce que c'est déjà quelque chose, c'est déjà une sagesse que je pense j'avais en moi, et donc je m'étais un petit peu détournée ces 2 dernières années. Ça a été, voilà, de laisser à nouveau davantage de champ, de place à cela dans ma vie. Et donc, de ne pas me faire des tirages à tout va dès qu'il se passe quelque chose. De me laisser beaucoup plus de liberté dans ma façon aussi de faire du journaling. C'est-à-dire que si parfois il se passe 2, 3 semaines sans que j'écrive, eh ben, c'est que c'est bien aussi, ça laisse de l'espace. Je pense qu'il ne faut pas tout le temps être dans ce processus. Et, euh, et du coup, pareil, les tarot challenge, bah, les faire de façon avec beaucoup plus de parcimonie, voilà, de les doser de temps en temps, mais de ne pas en faire en permanence. Et moi aussi, dans ce dont je pouvais être confrontée, hein, au-delà de la pratique, dans ma vie personnelle, c'est également un cheminement qui s'est fait au fil de l'année. Donc voilà pour la dernière réflexion sur ma pratique. Euh, Évidemment, c'est un ressenti personnel. Tu peux voir les choses autrement, il n'y a pas de souci. Et si tu as envie de me partager autour de ça dans les commentaires, c'est vraiment le bienvenu du moment que c'est fait avec, avec bienveillance, tout simplement. Ok, je bois une petite gorgée et ensuite on va passer du coup, on va passer, on va passer aux cartes pour mon année 2024 et 2025. Petite pause. Je me rends compte que j'ai oublié de me mettre en mode avion pour pas être dérangée, donc j'espère qu'il n'y aura pas de bug. Ok, bon. On va continuer avec les cartes qui pourraient représenter les énergies de mon année 2024.
Alors pour t'illustrer ça, je vais prendre les arcanes du El Tarot des Ribeta. Donc c'est une artiste espagnole qui a fait ce petit deck donc auto-publié des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, redessiné de façon tellement douce. Donc voilà, là tu vois pour la retrouver sur les réseaux. Et là tu vois son site internet si ça t'intéresse. Mais je te remontrerai ce jeu plus tard, quand je te montrerai un petit peu les jeux qui sont venus rejoindre ma collection en ce début d'année. Le petit pochon, trop mignon, qui m'a été offert. Alors, chaque année, je calcule avec la numérologie, donc mes cartes de l'année. Je dis mes cartes de l'année parce que il y a deux façons de faire ce calcul. Deux façons possibles. Et selon que tu pratiques tel ou tel type de calcul, tu vas donc pouvoir obtenir, lorsque tu vas réduire à un nombre entre 1 et 22, tu vas pouvoir obtenir en fait deux résultats différents avec ces deux calculs. Si on les réduit à nouveau, on obtient quand même le même chiffre en numérologie. Mais voilà, on va pouvoir obtenir deux arcanes du tarot différents. Donc pour ma part, je vais te montrer les deux arcanes qui étaient celles calculées de mon année 2024, qui pour le coup ont pour moi beaucoup résonné tout au long de l'année. Il s'agit... Alors, c'est pas celle-ci, mais je vais t'en parler. C'était celle-ci. Ah, je l'ai passée. Ah bah oui. C'était le monde. Ok. Alors. Donc ça, c'est les deux arcanes que j'ai pu calculer pour mon année 2024. Donc on a le pendu avec le 12 et le monde avec le 21. Et donc tu vois que si on réduit à nouveau, on tombe quand même sur une année 3. Avant de te parler du pendu, du coup, et du monde, je vais te parler rapido de... Enfin, rapido, ça s'est pas dit. Je crois que je sais pas faire. Je vais te parler... mais je crois que vous aimez bien aussi. Donc je vais te parler de l'arcane de 2023 qui était la force. Pour la numérologie, je me reconnais beaucoup plus, je matche beaucoup plus avec la numérologie du tarot de Marseille. Donc pour moi, la justice est plutôt en 8 et la force est en 11. Donc en 2023, j'avais cette arcane qui s'est avérée une très grande enseignante sur le chemin. C'est-à-dire, donc forcément, je vais te raconter un petit peu des petits bouts de moi pour pour que ça puisse faire sens, ce que je te partage. Et je pense que ça peut être intéressant. Au-delà de mon histoire personnelle, je pense que ça peut être une source de réflexion intéressante pour peut-être d'autres situations que tu peux vivre ou être emmené à vivre. Alors, en 2023, non, on va commencer par le commencement. Donc, vous savez que j'ai eu un cancer du sang, du système lymphatique, donc un lymphome, pour lequel j'ai donc eu des traitements, des chimiothérapies, plusieurs protocoles, puis des traitements de maintien et ensuite une année de clinique de rééducation. Donc en tout, j'ai eu 2 ans et demi, 3 ans quand même de prise en charge pour cette maladie. Ça a été un très long parcours
qui donc a commencé en 2018 et je suis sortie de la totalité des traitements en 2020, même si j'avais encore du coup la clinique de rééducation avec tout un suivi d'onco-réhabilitation, comme on dit. Et quand je suis sortie de tout ça, les 6 premiers mois, la première année, les 1 an et demi après, j'ai été dans l'acceptation du chemin de régénération que j'allais avoir à parcourir, que j'avais à parcourir après toutes les épreuves vécues par mon petit corps. Mais j'avais un petit peu l'illusion que lorsque je serais sortie de tous ces traitements, entre 6 mois, 1 an et demi, j'allais quand même retrouver un petit peu ma forme physique, que ce soit la forme, la forme, mes contours, ma forme physique, mais aussi donc mon énergie, l'état de santé qui va avec, la vitalité qui va avec, la capacité du coup à me déplacer, à utiliser mon énergie, etc. Bref, la reconstruction, la régénération. Et en fait, il s'avère que ça a été une grande désillusion. Parce que, bon, tu vois, là, je suis à 5 ans post tout traitement. Et il se trouve que je suis dans le même état physique au jour d'aujourd'hui que je dirais 1 an après, ma sortie des traitements. Voilà, il y a eu une petit début d'évolution et puis c'est comme si j'avais atteint un palier qui semble impossible à passer. Et j'avais beau faire tout ce qu'il fallait de mon côté perso pour voilà, donner le maximum de chance, me donner le maximum de chance de me reconstruire, eh bien, rien n'y faisait. Et si au départ j'étais dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, dans l'amour de soi total, tu sais, après avoir vécu la maladie et tout, bon, j'étais dans un état d'illumination assez high level. Et tu sais, tu crois que tu vas toujours y rester, toutes ces perles de sagesse là que tu as acquis. Mais en fait, non, la vie se renouvelle en permanence pour te faire aller toujours un petit peu plus en profondeur. Et on n'a jamais fini ce chemin évolutif. Il se trouve qu'à un moment donné, j'ai un petit peu oublié toute cette sagesse-là et j'ai commencé à être en colère. Vraiment à être en colère de ne pas parvenir à ce que je voulais atteindre en termes de reconstruction et que je pensais devoir atteindre. Et voilà, j'ai commencé à ne plus accepter cela, à un petit peu entrer en guerre contre mon corps et à me dire que là, il était temps de me faire violence et ce mot est important, de me faire violence et de me saisir de toute ma force de volonté pour aller chercher la maîtrise de cette situation et atteindre donc l'état recherché, idéalisé. Et donc, en fait, en 2023, je me suis retournée vers les médecins qui me suivaient et j'ai fait la demande d'être aidée en expliquant voilà, que par moi-même, ça se passait pas, que j'avais rien qui me permettait d'expliquer ça. Et voilà, j'étais en quête de comprendre et de résoudre. Donc tu vois, ça se recroise très très bien avec ce que je te disais précédemment.
Donc me voilà rentrée dans ce combat en 2023. Donc j'ai toute une prise en charge qui se fait parce que on me dit: ouh là là, mais non, mais c'est pas normal, mais qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai une prise en charge pluridisciplinaire où on va me faire à nouveau tout un tas d'analyses, d'examens. On va me faire essayer différentes choses sur différents plans. Et en fait, il se trouve que le corps médical, finalement, la conclusion, c'est qu'ils se sont trouvés aussi démunis que moi, que rien ne leur permettait d'expliquer réellement le pourquoi du comment. Si ce n'est le fait que il n'y a pas assez de recul au jour d'aujourd'hui sur les cancers et les chimiothérapies et les reconstructions de chaque individu qui vont être très différentes, très propres à eux-mêmes d'une personne à une autre, même si c'était le même cancer et le même traitement, les résultats vont pas du tout être les mêmes, les répercussions vont pas être les mêmes, les rythmes d'évolution ne vont pas être les mêmes. Euh, donc à part me dire, bon ben voilà, ça a certainement touché certaines choses qui font que, mais en fait on ne sait pas vraiment vous l'expliquer et on n'a pas la réponse, on ne sait pas quoi y faire. Euh, ouais, ça a été... alors, il faut savoir que là je vous dis ça, mais ça a duré entre cette reprise en charge et, euh, et le moment où ça va s'arrêter, ça a duré presque un an, hein. Je dirais 10 mois, au moins, 10 mois, une année. Ouais. Où j'ai été comme ça, du coup, honnêtement, je me suis fait violence. Voilà, c'est le mot, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que euh, j'ai poussé au-delà de ma justesse, vraiment. Euh, Dans cette rage d'y arriver, de vaincre. J'ai été d'une dureté, d'une exigence et d'une violence vis-à-vis de moi-même, de mon corps. On s'en rend compte, hein, on s'en rend compte après. Parce que cette force, du coup, est venue me poser la question de à quel moment tu passes du courage, en fait, l'entêtement, la brutalité, la, la lutte, euh, ce sont pas les mêmes énergies. Et je suis tombée du coup dans cette énergie-là. euh, Jusqu'à me rendre compte qu'en fait c'était pas par la force que le chemin d'évolution se ferait. Euh, et, euh, Et ouais, que j'étais vraiment en train d'émettre en fait une résistance incroyable et un rejet incroyable de moi-même euh, qui n'était pas la juste voie. Ce qui nous emmène en 2024 à l'arcane 12 du pendu. Donc là, c'est le chemin de OK. En fait, c'est pas moi qui ai toutes les clés, toute la puissance, c'est pas ma force de volonté qui fera tout le taf. C'est pas par la lutte, le combat, la résistance que cela doit passer. Donc, je trouve que le pendu incarne à merveille cette posture de OK, ben là j'accepte. J'accepte, tu vois, il a les mains dans le dos. Les mains dans le dos, qu'est-ce que ça peut représenter? Les mains, c'est notre force d'agir par notre force d'action, de décision, de volonté, d'accord, individuelle. Et là, tu vois, ses mains sont dans le dos parce que peut-être qu'il accepte qu'il y a des choses qui se passent au-delà de cette volonté, de cette capacité d'action individuelle. Donc il y a une forme d'acceptation de voir les choses autrement.
de remettre en question du coup le processus passé, euh, de lâcher prise sur certaines attentes, euh, sur, euh, sur certaines quêtes. euh, et, euh, et attendez, parce que je m'étais écrit un truc que j'aimerais vous dire. Ouais, l'expérience de l'impuissance. Et pour relier du coup à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi ce fait de du coup, là, il ne cherche pas nécessairement à comprendre et à résoudre. Pour moi, le pendu, la tête à l'envers, ici, les mains dans le dos, accepte de se laisser traverser par, en faisant confiance au courant, en acceptant de s'y abandonner avec foi. Et c'est un petit peu le chemin, c'est un petit peu du coup le chemin que j'ai fait tout au long de l'année 2024. Revenir à l'intérieur plutôt qu'essayer d'avoir du contrôle sur l'extérieur. Sortir de cette quête qui finalement était assez égotique, hein, euh, et qui reporte toute ma capacité d'épanouissement sur les circonstances extérieures que je pourrais ou non maîtriser. Donc là, je reviens en moi et la question est qu'est-ce que je fais de tout cela en moi? Comment je trouve mon épanouissement avec ce qui est en apprenant à vivre avec plutôt qu'en luttant contre? Euh, c'est vraiment pour moi l'enseignement de ce pendu sur mon année 2024. Et ça n'est pas le cas uniquement sur un plan de physique, sur le plan de ma santé, voilà, du rapport à ce parcours de maladie et de convalescence, de régénération, de renaissance, mais également sur un plan plus relationnel, familial, où j'ai été confrontée à des situations pareilles, hein, où en 2023, j'ai voulu mettre toute ma force là-dedans pour essayer de tout gérer, d'y arriver coûte que coûte, de tout porter, d'être voilà, d'être la plus vaillante et finalement je me suis confrontée à beaucoup de désillusions aussi et il a fallu que j'apprenne à lâcher certaines choses petit à petit. Donc ça me parle énormément. Et je vais maintenant passer à la deuxième arcane de mon année, donc toujours calculée également par la numérologie, donc le 21, l'arcane du monde. Alors, déjà par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, ici, pour moi, elle vient telle une reconnaissance de tout le chemin parcouru. Euh, c'est par tout ce processus-là par lequel je suis passée, eh ben, j'ai regardé un petit peu et je me suis rendu compte, waouh, mais est-ce que mais enfin, regarde d'où tu viens, regarde le chemin que tu as fait, regarde tout ce cycle incroyable que tu viens de passer, regarde à quel point ton corps mérite en fait d'être célébré, d'être célébré pour tout ce chemin parcouru, plutôt que d'être brutalisé, là, malmené comme ça, là, de tout le poids de tes exigences, parce que finalement, ça veut dire quoi quand on est dans ça? Est-ce qu'on est dans l'amour? Ben, c'est pas sûr. Parce que si je suis pas capable de m'aimer, de trouver mon épanouissement tel que je suis aujourd'hui et que je suis persuadée que cela dépend de ce qui n'existe pas encore, ben, je suis pas dans l'amour, hein. Je suis pas dans l'amour, hein. Je suis plutôt dans le rejet de ce qui est à l'instant, hein, que dans l'amour.
Donc ça, c'est vraiment, ouais, j'ai réalisé le chemin parcouru et à quel point, purée, mais il était temps de me célébrer. Et ouais, c'est la première façon dont vient me parler cet arcane du monde. Autre chose que j'ai noté, oui, c'est que du coup, ben, toujours en lien avec cela, donc je vous ai dit, hein, je suis à 5 années post tout traitement, c'est-à-dire post chimio, mais également tous les traitements de maintien qu'on a après la chimio. Donc là, je suis à 5 ans, et vous le savez peut-être que quand on a eu un cancer, on ne nous parle surtout pas de guérison pendant les 5 premières années, on est en rémission. Ce qui veut dire que pour l'instant, on est épargné, mais qu'à tout moment, l'épée de Damoclès que nous avons au-dessus de la tête peut venir nous remettre un gros coup à nouveau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de risques de rechute sur les 5 premières années. Et donc là, j'arrive dans la phase où officiellement, bien que moi je me le suis dit dès la fin de ma chimio que j'étais guérie, mais officiellement où je peux avoir cette reconnaissance donc de la fin de ce chemin de rémission et donc acter ma guérison. Même si évidemment, il y a encore du chemin à parcourir sur ce chemin de renaissance. Mais je pense que c'est déjà en soi un aboutissement et une célébration. Et une troisième chose, toujours en lien également, avec cet arcane du monde et avec ce que je t'ai dit auparavant, c'est que, alors sans rentrer dans les détails, donc qu'est-ce qui m'évoque ça ici? Je vais te le dire d'abord, c'est cette mandorle en forme d'œuf, d'accord? Et c'est cette notion de résolution, d'aboutissement, de célébration. Et c'est cette notion de féminité hein, qu'on pourrait aussi y voir, hein, puisqu'ici c'est quand même un personnage tout à fait féminin, qui est nu en plus, donc une ode au corps, qui est en train de danser au milieu de cette mandorle en forme d'œuf. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est que Ribetta, dans son tarot, eh ben, tu vois, ici, là, il y a un petit œuf qu'elle a rajouté sur l'illustration. Donc la troisième chose, c'est que suite à ma maladie et à l'atteinte de tous les traitements dans les répercussions hein, de tout ça sur mon corps, je me suis retrouvée en fait ça m'a coupé complètement mes cycles. Hein, puisque la chimio va détruire hein, comme ça le système hormonal, ce qui fait que ça m'a coupé complètement mes cycles et qu'en fait depuis 5 ans, j'étais du coup préménopausée, donc c'est une ménopause qu'on dit chimio-induite, donc qui est causée par les effets des éléments toxiques hein, de la chimiothérapie qui du coup sont venus saboter tout ça. Et donc, il faut savoir voilà, que depuis 5 ans, mon corps n'était plus en capacité de produire naturellement tous les hormones dont il a besoin pour sa bonne santé, mais également pour, pour tout simplement faire fonctionner mes cycles féminins. Ce qui fait que j'étais sous traitement pour pallier à ça, hein, parce que ces hormones, au-delà des cycles, on en a quand même besoin pour tout un tas de choses. Hein, c'est-à-dire que ça régule aussi ton sommeil, ton stress, ta peau, tes cheveux, ta vitalité, tes variations émotionnelles. Voilà, les hormones jouent un rôle dans énormément de choses, il faut le savoir. Donc j'étais du coup sous traitement pour pallier comme ça de façon artificielle aux hormones que mon corps ne produisait plus. Et donc je n'avais plus de cycle du tout depuis 5 ans. Et
on m'avait dit que si au bout de 2, 3 ans, c'était pas revenu, il fallait quand même que je fasse un petit peu le deuil et que je me dise que ça ne reviendrait pas et que ce traitement-là, je l'avais à vie. Et bon, c'est pas évident, hein, en soi, le plus important, c'est que je sois vivante. Donc, j'essayais quand même de garder recul par rapport à ça. Je suis vivante, hein, que j'ai des cycles ou pas, c'était peut-être pas l'essentiel à ce moment-là. Mais quand même, faut pas se mentir, ça vient toucher profondément. Et, euh, et il se trouve que cette année, en 2024, figurez-vous que mon corps en a décidé tout à fait autrement puisque j'ai eu un retour de cycle. Donc d'abord sous traitement. Donc tout de suite, je me suis dirigée vers mon médecin qui me suit à ce sujet-là en lui disant, voilà, moi j'ai envie d'essayer un arrêt du traitement. Parce qu'il faut savoir que cette reprise de cycle pouvait aussi être poussée, hein, liée aux hormones artificielles. Donc, j'ai dit, voilà, je veux essayer, j'arrête le traitement et je me laisse l'année pour voir si, voilà, avec le suivi de ce médecin, pour voir si mon corps peut réussir à enclencher ce processus de régénération à ce niveau-là. Euh, et du coup, c'est ce que j'ai fait tout au long de l'année 2024. Et effectivement, j'ai des cycles qui sont revenus. Voilà, ça me fait très écho à cet arcane du monde ici, du coup, avec cette idée d'œuf qui me fait penser au cycle, cette féminité et puis cette célébration, parce que pour moi, ça m'a redonné une foi incroyable dans mon corps, dans les possibles, et ça m'a reconnecté aussi quelque part à une part de ma féminité qui du coup, restait peut-être aussi un petit peu en sommeil de par le fait de ne plus être reliée à mes cycles. Donc voilà, pour moi, c'était de l'ordre du petit miracle et une célébration incroyable. Et bien qu'à ce jour, je n'ai pas encore, c'est encore timide, c'est pas encore ancré, c'est encore irrégulier. Mais voilà, le corps travaille très fort et à plusieurs reprises dans l'année a réussi à déclencher des cycles. Donc c'est un chemin qui va s'en suivre et j'avais aussi envie de vous partager ça, parce que même si c'est super intime et personnel, bon déjà les années font que j'ai quand même... j'ai pas trop de pudeur à parler de ça, au contraire, je pense que ça peut être important aussi de partager vraiment sur tous ces sujets-là, on en a besoin plutôt que de les vivre tout seul dans notre coin, et si ça peut vous donner peut-être un élan de foi et d'espoir que rien n'est impossible en fait et oui, il faut toujours y croire et le corps a des ressources incroyables et même si parfois des médecins vous disent jamais, vous disent c'est impossible, vous disent ben, voilà, ou que vous luttez avec quelque chose dans votre corps, dans votre santé, ben voilà, sachez que même des fois quand ça semble désespéré et ben voilà, moi je dis que la vie nous surprendra toujours et les miracles existent pour ceux qui y croient et qui savent les voir. Voilà pour les cartes, un petit peu bilan de mon année 2024. Et je vais maintenant te parler du coup des cartes qui pourraient annoncer un petit peu les énergies de mon année 2025. Donc, j'ai... Attends, je te fais un petit suspense. Je vais aussi boire une gorgée. N'hésite pas à mettre sur pause aussi. Si tu as besoin de quelque chose, toi aussi, pour être bien. Alors,
La première, donc toujours pareil, hein, je t'ai dit que j'ai deux façons de calculer en numérologie et que je peux donc obtenir deux arcanes. Et je garde les deux parce que moi j'ai remarqué sur les années passées qu'en général les deux arcanes s'avèrent de grandes enseignantes tout au long de l'année, font sens et ont quelque chose à m'apporter et même peuvent se complémenter dans la lecture que j'en fais. Donc je vais ici aussi prendre les deux arcanes que j'ai calculés. Ah, le voilà. Et je vais également ajouter à ça une arcane que j'ai tirée. Et du coup, cette arcane, je vais la prendre dans le Suisse Marseille Tarot que je vous ai déjà montré. Alors, je sais où elle est. Je l'ai rangée. Exprès pour vous. Ok, alors. Ici. Je n'ai toujours pas fait mon grand tirage 2025, ma roue de l'année. Et je me presse pas. Parce que je sentais qu'il fallait pas que je la fasse au mois de janvier. C'était pas le moment d'avoir les infos. Voilà, il y a des choses qui se ressentent comme ça parfois, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des moments où il faut davantage se vivre que d'aller chercher à comprendre, analyser et avoir comme ça toujours plus d'infos. Ça va venir, mais je sentais que fallait que je prenne mon temps. Donc j'ai pas encore fait ma roue de l'année avec mon grand tirage, etc. Par contre, j'ai fait un bilan de 2024 et à la fin de ce bilan 2024, j'ai tiré une arcane pour l'énergie qui allait m'accompagner en ce début d'année 2025. Et j'ai donc tiré l'As de bâton. Et pour les arcanes, donc calculés avec la numérologie de mes cartes de l'année, j'ai soit l'arcane 13, soit le fou, qui pour moi sont tellement reliés. Ces deux cartes sont tellement reliées. Alors, comment je vais te parler de ça ? Tu vois, je te disais, voilà, que j'étais sur un processus un petit peu... je vais les laisser là parce que ça fait sens. Après avoir cessé de résister, donc je te l'ai dit, sur un plan de santé, mais aussi sur un plan relationnel, familial, sur d'autres plans dans ma vie, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on cesse de résister, qu'on accepte de se laisser traverser, de lâcher voilà, coucou. L'arcane 13, elle vient ici clore un cycle. Elle vient ici mettre fin à ce qui n'a plus lieu d'être. Elle vient ici couper avec ce qui n'est plus aligné aujourd'hui, que ce soit des perceptions, que ce soit une façon d'être à soi, que ce soit une façon d'être en relation, que ce soit dans... sur beaucoup de plans de ma vie, cette arcane 13, elle résonne. D'ailleurs, je l'ai tirée, je ne sais pas si tu as peut-être vu en story, je faisais le challenge de The Snake and the Moon, un jour une carte, une réponse, quelque chose comme ça. Et la question du jour, c'était hier, à quelle décision je vais certainement être confrontée en 2025. Et j'ai tiré cette arcane 13 aussi. Donc je sais que c'est une année où il est temps de clôturer certaines choses. Il y a vraiment un processus
un processus de renoncement à certaines choses, euh, un processus de prendre la responsabilité de trancher, de couper euh, là où on sent que ce n'est plus aligné, que ça ne nourrit plus, qu'on n'est plus dans notre justesse. Donc c'est une arcane qui me parle sur plusieurs niveaux. Je t'en dirai pas beaucoup plus pour le moment, mais elle résonne beaucoup pour moi. Et, euh, et tu vois, je trouve qu'elle est très reliée à l'énergie du mât parce que, à mon sens, c'est pas pour rien que on a l'arcane 13 qui est donc l'arcane qui n'a pas de nom dans le tarot de Marseille, et on a l'arcane du mât qui est l'arcane qui n'a pas de numérotation. Et en fait, je pense que on ne peut vivre l'énergie du mat, donc du fou, hein, dans le Rider-Waite-Smith, on ne peut vivre, vibrer cet arcane sans être passé par le processus de dépouillement, de petites morts, de deuil, de résilience, d'épurer les couches inutiles. Sans tout ce travail qui consiste pour moi à descendre en soi épuré, on ne peut pas ensuite, on ne peut pas sans ça vibrer cette énergie de liberté profonde du fou, de détachement, des petites histoires qu'on se raconte, des petits personnages que l'on joue et que l'on met en scène, et de l'illusion émotionnelle dans laquelle on se vit à travers tout ça en permanence. Je pense que voilà, ces arcanes, elles sont profondément liées et n'ont pas de sens l'une sans l'autre. Euh, mais après, tu peux tout à fait le percevoir autrement. Moi, je te présente un petit peu ce qui résonne pour moi. Donc cette arcane sans nom, elle vient ici me parler, je pense, suite à toutes les étapes passées avant, depuis ma maladie, qui je pense était... voilà, il y a tout un cycle qui s'est passé, et je pense que j'arrive au terme d'un cycle assez important, où certaines choses sont prêtes du coup à se libérer, à s'épurer, pour me permettre en fait de revenir profondément à moi, à l'essentiel, de transmuter certaines choses qui ont besoin de l'être, d'aller transformer certaines choses dans ma vie, et de me donner cette possibilité de renouvellement, de libération. euh, Parce que c'est en revenant à soi que l'on est beaucoup plus libre d'être soi, hein, finalement. J'y vois aussi, avec cet as de bâton et ce mât, un élan vital, une force de vie, une renouvelée. Et ça, c'est quelque chose que je ressens déjà depuis la fin de 2024, qui m'a notamment emmenée à être ici parmi vous aujourd'hui pour partager sur YouTube, par exemple. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses sur le chemin également. Euh, Qu'est-ce que je m'étais noté? Oui, moi, cet as de bâton, donc le bâton qui est relié à l'énergie feu, est pour moi aussi très relié au sang. Donc cette force de vie qui circule en nous, hein, le sang. Il faut savoir que le cancer que j'ai eu donc, est un cancer du sang, du système lymphatique, donc très lié à tout cela. Ben, tu vois, avec la petite reprise un petit peu de mes cycles, avec cette nouvelle acceptation de soi et donc cette nouvelle façon de me vivre, l'élan que cela me donne, euh, voilà, c'est comme s'il y a peut-être une circulation dans mon corps qui se réamorce là. Et, euh, et j'y vois également... euh, hmm, bah, le fait de couper là,
on voit quand même clairement que ça m'emmène sur l'ouverture d'un nouveau cycle. Donc il est assez probable en fait que peut-être une première moitié de l'année 2024 se passe plutôt dans l'énergie de la mort et qu'une deuxième se passe plutôt qu'il y ait un chemin comme ça qui se fasse sur la seconde moitié de l'année, une fois qu'on a coupé ce qui renaît de tout cet humus là en décomposition qui va venir nourrir la terre. Ce qui renaît, tu vois, c'est cet élan de vie et de liberté et de retour à l'essence renouvelée comme ça, cette impulsion à y aller, à oser, à se lancer, euh, à se vivre libre comme ça. Euh, à se vivre aussi beaucoup plus peut-être justement dans l'intuition que dans le mental et le contrôle. Euh, et du coup, de cela naît potentiellement de nouveaux projets, de nouvelles aspirations, de nouveaux élans comme ça, créateurs. Voilà, c'est ce que tout cela m'évoque. Et il y a un autre truc euh, pour lequel ouais, je pense que potentiellement, je vais aussi être emmenée à... Attention, hein, ce mât, il est super positif, mais il fait aussi super flipper, hein, parce que le fait de se lancer comme ça, en laissant derrière soi tous ceux qu'on pensait nous contenir comme ça avant, qui nous donnaient une assise, une contenance, et voilà, c'est ces repères là auxquels on s'accroche. Euh, Ça demande aussi quelque part de laisser ça derrière soi et, euh, et de se retrouver un petit peu dans Ouais, dans cette idée, tu vois le fou dans la carte du Rider-Waite Smith où il est face au vide, là, sur sa falaise. C'est ça, hein, tu sais pas si quelque chose va te rattraper en vol ou pas, ou s'il y aura des branches auxquelles t'accrocher, ou si... euh, Donc c'est aussi comme ça une forme ce dépouillement, hein, c'est aussi une forme de vulnérabilité et ça demande une confiance en la vie, profonde. Donc je pense que c'est tout ça que ça va m'emmener à travailler cette année. Et là on pourrait avoir l'idée aussi avec cet as de bâton d'une nouvelle graine passionnelle qui pourrait se semer, d'une forme d'initiation, voilà, une étincelle qui ouvre sur tout un nouveau cycle à explorer. Et écoutez, je vous en dirai plus quand je vous ferai le End of Year Tarot Tag de l'année 2025, donc d'ici un an, peut-être. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui pour donc ces derniers points de mon End of Year Tarot Tag. Donc c'est un tag, je ne l'ai pas dit au départ, je vous le dis, qui est initié par la chaîne Channel Days. Et qui a été repris par tout plein de copines que tu peux aller voir, comme Tarot et Potin, Audrey Tarot de l'Ombre, et beaucoup d'autres encore. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir... j'avais hâte d'arriver à ces points-là du challenge. Ouf, regarde comme elle est belle. Je m'en lasse pas de ce jeu. Il est toujours aussi incroyable. J'avais hâte d'arriver sur cette fin de challenge et ces 3 derniers points parce que, comme je te l'ai dit, hein, pour moi, l'approche des cartes, c'est vraiment quelque chose, un portail philosophique, initiatique et spirituel. Et le fait de partager des choses plus, plus intimes, nos chemins de vie, etc., c'est aussi ce qui permet de rentrer un peu plus en profondeur dans toutes ces dimensions-là avec les arcanes. Et, euh, et ça te permet aussi de mieux me connaître, de mieux m'appréhender. Et moi, ça me permet de partager des messages
vraiment important pour moi. Des choses justement où depuis l'épreuve de la maladie, je me suis fait cette promesse d'exprimer, d'exprimer, de faire passer tout. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui devaient circuler, qui sont passées par moi et qui ne doivent pas y rester, qui ont besoin de circuler. Euh, je m'étais fait cette promesse, il est grand temps de l'honorer plus amplement. Euh, donc l'occasion de ces partages, c'est aussi l'occasion de semer ces petites graines-là. N'hésite pas à venir discuter avec moi en commentaire, à me dire comment toi tu ressens tout ça, à me dire si ça peut faire écho à des choses pour toi aussi, à me dire si bah, tu n'es pas d'accord et tu vois certaines choses tout à fait autrement. C'est toujours enrichissant également. Euh, donc voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner si c'est pas encore fait. J'ai été ravie de partager ce tag avec toi. J'ai plein d'idées pour la suite, plein de choses encore que j'ai envie de te partager. Donc j'espère que tu auras apprécié ce moment et que tu seras là pour la suite des aventures. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.